Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Le président américain Joe Biden a prononcé récemment face au Congrès américain son discours sur l'état de l'Union où il a parlé de concurrencer la Chine. Et du côté européen, le Conseil extraordinaire des dirigeants européens s'est tenu récemment à Bruxelles, sommet durant lequel on a discuté de l'impact de l'économie américaine sur l'économie européenne. Alors, quels seraient les enjeux de la relation économique entre la Chine, les États-Unis et l'Europe en 2023? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence aujourd'hui Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, un think tank de haut niveau, et Bernard De Witt, président de la Chambre de commerce pelco-chinoise. Bienvenue dans notre émission. Bonjour madame. Bonjour à tous les deux. Alors, je voudrais commencer par analyser un peu le discours de Joe Biden, parce qu'il a mentionné dans son discours que les États-Unis cherchent, je cite, la compétition avec la Chine, mais pas le conflit. Monsieur Ding Yifan, comment interprétez-vous cette façon d'exprimer? En fait, cela veut dire que les États-Unis vont focaliser un peu la concurrence avec la Chine dans un certain nombre de domaines. Parce que vu le commerce, le volume de commerce bilatéral entre les États-Unis et la Chine, en fait, la Chine continue à exporter beaucoup de produits au marché américain, en dépit de tarifs unilatéraux que l'administration Trump avait déjà imposés sur l'importation de Chine. Donc cela veut dire qu'il y a une demande rigide du marché chinois pour les produits chinois. Donc même Joe Biden, l'administration Biden, a continué à maintenir le tarif imposé aux produits chinois. Cela n'a pas eu beaucoup d'effet. Donc de ce point de vue, il ne peut pas dire qu'il va couper complètement le lien commercial avec la Chine. Donc il va focaliser la compétition, la concurrence et surtout l'interdiction dans un certain nombre de domaines. Mais pensez-vous que par rapport à Donald Trump, pensez-vous que le ton est plutôt baissé ou on est plus dans la continuité aux États-Unis sur la politique envers la Chine? Du point de vue du ton, c'est-à-dire parlant de la rhétorique, l'administration Trump semblerait un peu assouplie, a un peu assoupli la position vis-à-vis de la Chine, surtout depuis cette année, depuis le début de l'année, parce que en fait, les États-Unis se sont rencontrés beaucoup de difficultés économiques à l'intérieur. C'est pour ça, un peu, à la fin de son discours, il a tout de même affirmé que finalement, la tâche principale ou les plus grandes difficultés de son administration, c'est de se concentrer sur le problème intérieur. Les États-Unis ne peuvent pas résoudre tous les problèmes en focalisant tout sur la Chine. Il a tout de même reconnaître cela. Alors, Monsieur De Witt, quelle est votre interprétation en tant qu'Européen? Comment interprétez-vous ou comment réagissez-vous sur cette façon d'exprimer? Et je vais dans le sens du professeur Ding. Moi, je retiens les termes compétition, mais pas conflit, mais pas la guerre. C'est quand même important. Compétition, oui, et je dirais surtout dans certains domaines, notamment les domaines où les États-Unis se sentent menacés en quelque sorte par la Chine, comme la haute technologie, l'intelligence artificielle, aussi les véhicules électriques, on en reparlera. Mais en même temps, les États-Unis ont des liens économiques importants avec la Chine, le professeur Ding l'a dit. Quand on voit les statistiques, on voit quand même que le déficit commercial américain avec la Chine a même augmenté, ce qui veut dire qu'il y a eu plus de produits chinois importés et vendus aux États-Unis. Par ailleurs, les exportations américaines vers la Chine ont également augmenté. Je pense notamment les produits agricoles qui sont importants, et ce, malgré effectivement
la mise en place sur certains produits de taxes supérieures du temps de l'administration Trump, taxes qui ont été maintenues du temps de l'administration Biden. Hmm. Alors, je crois que vous avez mentionné, Monsieur Ding Fan, l'importance de la santé de l'économie américaine pour l'administration Biden. Et effectivement, il a quand même retiré un bilan très positif de l'économie américaine depuis le début de son mandat. Et il a affirmé qu'il a promis de réduire de manière importante le déficit budgétaire durant le reste de son mandat. Donc, pensez-vous que c'est quelque chose réalisable et quel diagnostic vous faites sur l'état de santé de l'économie américaine à l'heure actuelle? Oh, c'est prétentieux comme projet. C'est prétentieux comme projet, vu le niveau de l'inflation et du niveau du taux de la croissance de l'économie américaine. Cette affirmation est un peu prétentieuse. Pourtant, on doit reconnaître que le système politique américain est un système électoral. Donc, le président en exercice parle en tant que président, mais aussi en tant qu'homme politique qui cherche aussi une réélection électorale. Donc, de ce point de vue, il lui prend le courage de parler un peu en dehors de la réalité. Quand on regarde la réalité, c'est que l'économie américaine est en face d'une situation difficile, ce qu'on appelle stagflation. Le taux de croissance est vraiment très modéré, mais le taux d'inflation est très élevé par rapport au niveau de l'inflation il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a même 30 ans. Eh bien, le niveau d'inflation américaine arrive à peu près au niveau de l'inflation dans les années 1970. Donc, c'est très, très, très important. Aussi, le budget américain arrive un peu au plafond. C'est-à-dire que tous les ans, le Parlement américain vote une loi sur le plafond de l'endettement du gouvernement américain. Alors, depuis ces dernières années, le gouvernement américain s'est tellement endetté que chaque fois les dettes arrivent au plafond fixé par le Parlement, il y a une lutte politique entre le Parlement et l'administration. Et cette année, comme c'est le Parti républicain qui a détenu la majorité à la Chambre des députés, il est fort probable que prochainement, dans le vote du budget, surtout dans l'élévation du plafond de l'endettement, il va y avoir aussi une lutte politique entre le Parlement et l'administration. Et le ministre de Finances de l'administration Biden a déjà averti si le Parlement refuse d'élever le plafond de l'endettement, il va y avoir une crise. Non seulement une crise politique, mais une crise financière. Ça risque de provoquer une panique sur le marché des capitaux américains. Et à ce moment-là, les États-Unis vont probablement se plonger dans une crise financière. Il faut encore du temps pour voir la suite. Alors, Oui. Puisque vous avez mentionné l'inflation, on voit que les États-Unis ont avancé des mesures pour essayer d'éradiquer ou de lutter contre l'inflation. Alors, on voit qu'en Europe, c'est quelque chose qu'on discute assez régulièrement maintenant. Monsieur De Witt, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quel genre d'impact il y a sur l'économie européenne? Et ces mesures, en fait, ont un impact parce que le plan est annoncé comme un plan de réduction de l'inflation, mais c'est un plan que nous percevons aussi comme fort protectionniste, mettant, je dirais, l'économie américaine en avant, accordant des subsides particuliers à certains secteurs où on veut, par exemple, verdir davantage l'économie américaine, ce qui est une excellente chose, mais avec des subventions, notamment, par exemple, pour la production de véhicules électriques aux États-Unis, en échange de réduction d'impôts,
pour les consommateurs, pour, je dirais, les panneaux solaires produits aux États-Unis, pour toute une série, je dirais, de matières qui puissent être produites aux États-Unis. Ça veut donc dire que ça a un impact pour nous, entrepreneurs européens, puisque, je dirais, par exemple, nos véhicules électriques européens produits en Europe auront plus de mal à se vendre aux États-Unis, d'une part, puisque le consommateur américain pourra choisir des véhicules américains moins chers, mais par ailleurs aussi, l'Europe va voir des produits américains déferler en Europe après avoir reçu des subsides, ce qui va les rendre plus compétitifs parfois que des produits européens notamment. Donc il y a là, je dirais, un impact manifeste pour nos entreprises européennes. C'est un petit peu, et c'est ce qui fait que actuellement l'Europe négocie avec les États-Unis pour tenter d'obtenir dans certains domaines une clause comme le Canada et le Mexique ont pu l'obtenir, qui vise à exonérer certains produits européens, je dirais, et les rendre plus compétitifs. Mais c'est une discussion longue qui n'est pas toujours évidente. Et justement, dans son discours, Joe Biden a également affirmé, je cite, « Je ne m'excuserai pas car nous investissons pour renforcer la Make ». Donc, qui donc considère que les États-Unis devraient s'excuser? À qui cela fait référence, M. Ding, enfin, selon vous? En fait, oui, c'est une allusion à l'Union européenne. Parce que c'est dans ce cas, c'est l'Union européenne qui s'est protestée le plus puissamment depuis ces dernières années contre cet acte de loi dite anti-inflationniste. C'est un peu ridicule car il aurait dû prendre un autre nom. Parce que la subvention aux innovations technologiques, à la production dans certains domaines, etc., ça s'appelle une politique industrielle. Si vous voulez reprendre des politiques industrielles, il faut dire les choses comme les noms les indiquent. Ils ont peur d'invoquer des politiques industrielles parce que depuis des années, des décennies, les Américains, en particulier les économistes américains, ont critiqué l'application des politiques industrielles dans d'autres pays. Et cette fois-ci, le gouvernement américain va reprendre des politiques industrielles et ils ont peur d'évoquer le nom de politique industrielle. Donc, ils ont inventé un autre nom sous prétexte de lutte contre l'inflation. En fait, subvention aux entreprises, au secteur industriel, etc., ne peut pas servir à réduire l'inflation. Parce que les expériences des années 1970 montrent que finalement, plus le gouvernement subventionne des secteurs industriels, etc., plus ça pousse l'inflation vers le haut. Parce qu'il y a plus de dépenses. Ça rend la production un peu plus chère, le coût de production un peu plus cher. Et finalement, ça ne sert pas à réduire l'inflation, au contraire, ça va enflammer l'inflation d'une certaine manière. Donc, le nom et la réalité est complètement contradictoire. Et quel est votre avis, M. Dewitt? Oui, mais je rejoins le professeur Ding. Le nom choisi n'est peut-être pas, en tout cas, ne reflète pas la réalité. Je voudrais continuer dans le prolongement de ce que j'avais dit précédemment. Une de nos craintes aussi en Europe est de voir de plus en plus d'entreprises européennes dans certains secteurs ne plus produire en Europe, mais produire aux États-Unis parce que ça leur permettra de vendre plus aisément aux États-Unis et éventuellement de bénéficier de certains subsides. Par ailleurs, se pose la question aussi, dans la mesure où nous sommes tous membres de l'Organisation mondiale du commerce, et dans la mesure où, là, je dirais, c'est
ces aides ne contreviennent pas justement aux règles édictées par l'Organisation mondiale du commerce. Ça fait l'objet d'une discussion entre Européens et Américains à ce sujet-là. Je voudrais continuer un peu avec vous, Monsieur DeWitt. Est-ce que ça rejoint un peu ce que j'ai évoqué au début, cette attitude d'Américains concurrencer la Chine. En fait, à part ces inquiétudes sur la politique économique des États-Unis sur l'Union européenne, est-ce qu'il y a il n'y a pas une inquiétude générale, corrige-moi si je me trompe, de cette attitude américaine vers la Chine, que les tensions entre la Chine et les États-Unis vont pousser des pays européens, ou plus spécifiquement les entrepreneurs européens, à choisir le camp parfois. Est-ce qu'il y a une inquiétude comme cela existait en Europe actuellement? Mais je crois que votre question, vos remarques sont excellentes. Effectivement, il peut y avoir inquiétude à voir les tensions augmenter entre les États-Unis et la Chine. Ça peut avoir des répercussions économiques. D'un autre côté, qu'est-ce que nous voyons maintenant? Indépendamment, je dirais, des tensions, surtout géopolitiques, que l'on constate, on constate quand même également sur un plan économique que nos entreprises européennes en Chine continuent à être présentes. Je n'en connais très peu qui se sont retirés de la Chine, notamment à l'occasion de la crise du Covid. Au contraire, un certain nombre de nos grandes entreprises ont augmenté leur chiffre d'affaires en Chine. Nous voyons également, je le vois avec les chambres de commerce ici en Europe, que le membership, donc les membres n'ont pas diminué dans la plupart des chambres de commerce ici en Europe, ce qui montre là aussi qu'au niveau du secteur commercial et économique, nous continuons à faire des affaires avec la Chine, à développer des affaires avec la Chine. Ce que l'on a constaté avec la crise du Covid, c'est qu'à un moment donné, je dirais, de nouvelles entreprises hésitaient à développer des projets parce que des difficultés de voyage. Et là, j'aurais tendance à dire que maintenant, avec l'assouplissement des mesures telles qu'on le connaît en Chine, moi je m'attends personnellement à voir davantage d'entreprises européennes se rendre en Chine pour de nouveaux projets et d'entreprises chinoises se rendre en Europe pour de nouveaux projets. Ceci étant, en ce qui concerne les relations avec les États-Unis, les États-Unis sont un partenaire évidemment très important pour l'Europe, également sur le plan économique, mais je dirais les tensions sino-américaines et également la guerre en Ukraine poussent également les Européens à maintenir des liens étroits avec les États-Unis qui jouent un rôle important dans, je dirais, la guerre en Ukraine, qui est perçue par les Européens comme, je dirais, une guerre sur leur territoire et avec des répercussions quelque peu dangereuses. Mais au niveau des relations économiques, c'est ça que je trouve quand même beau et qui me rend quand même assez optimiste, c'est que les relations économiques se maintiennent avec la Chine. Alors, quel est votre avis, M. Ding Fan? Est-ce que de la part de la Chine, vu cette attitude des États-Unis de concurrencer la Chine, est-ce qu'il y a une inquiétude sur les répercussions de ces tensions géopolitiques sur la relation économique de la Chine avec d'autres pays, notamment avec l'Europe? Oui. En fait, les États-Unis sont une hégémonie et ils ont une pratique juridique un peu particulière, très spéciale. Ça s'appelle long arm jurisdiction, c'est-à-dire qu'ils pourraient sanctionner des partenaires économiques qui ne coopèrent pas avec eux vis-à-vis d'un troisième partenaire. C'est le cas de cette guerre commerciale avec la Chine. C'est la sanction que les États-Unis ont déclarée vis-à-vis de la Russie, etc. etc. C'est une pratique un peu particulière parce que les Européens n'ont pas cette pratique, les Chinois n'ont pas cette pratique, seuls les Américains ont cette pratique. Par exemple, si les États-Unis
déclare un certain nombre de mesures de sanctions vis-à-vis de la Chine, et si les entreprises européennes n'obéissent pas aux décisions de sanctions du gouvernement américain, les entreprises européennes sont menacées d'être sanctionnées aussi secondairement par le gouvernement américain. Et comme il y a beaucoup d'intérêt des entreprises européennes au marché américain, eh bien, dans certains cas, par peur de voir leurs intérêts affectés par des décisions du gouvernement américain, eh bien, des entreprises européennes, quelquefois, sont obligées d'obéir à la volonté du gouvernement américain. C'était le cas, par exemple, de sanctions contre l'Iran. Parce que l'Iran avait signé un accord de non-développement des armes nucléaires avec l'Union européenne, la Chine, la Russie, etc. Eh bien, les États-Unis avaient décidé de lever les sanctions. Eh bien, il y a un nombre assez important d'entreprises européennes ont investi massivement en Iran. Mais lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, unilatéralement, le gouvernement américain s'est retiré de cet accord. Et par la suite, le gouvernement américain a déclaré toute une série de mesures de sanctions contre l'Iran, et un nombre important d'entreprises européennes ont dû se retirer du marché iranien parce que de peur de provoquer une sanction aussi sur eux. Eh bien, c'était le cas précédent qui pourrait expliquer ma peur ou mes soucis concernant le futur confrontation sur la Chine, la future confrontation entre la Chine et les États-Unis. Et cette future confrontation va forcer les entreprises européennes à, par exemple, à s'allier plus ou moins à la position du gouvernement américain. Voilà. Alors, on voit un peu ce qui s'est passé avec ce scénario que vraiment il y a des tensions très fortes entre la Chine et les États-Unis. Bon, est-ce que, parce que je me souviens que le président chinois a déclaré il y a quelques années, lorsqu'il a parlé de la relation entre la Chine et les États-Unis, et il a dit le vaste océan Pacifique est assez grand pour embrasser à la fois la Chine et les États-Unis. Et jusqu'ici, du côté de la Chine, on voit plutôt cette attitude de gagnant-gagnant, non pas seulement avec les États-Unis, mais cette idée, cette orientation de gagnant-gagnant, de destin commun de l'humanité. Du côté des États-Unis, c'est assez clair aussi, c'est de concurrencer, c'est un peu la logique de jeu à somme zéro. Pensez-vous que il est possible qu'on va éventuellement sortir de cette logique de concurrence et de confrontation et d'arriver à un point que tout le monde se met d'accord pour dire qu'on va faire le gâteau plus gros, comme ça on peut tous gagner. Est-ce que c'est possible ou le fameux piège de Thucydide est inévitable, selon vous, Monsieur De Witt? Écoutez, personnellement, je ne suis pas très optimiste à ce sujet-là parce que les États-Unis, pour le moment, sont engagés, je dirais, dans une compétition très nette avec la Chine. Les États-Unis ont pu se sentir menacés par le fait que la Chine était très loin dans le développement de l'intelligence artificielle, une série de hautes technologies. Donc, la Chine devenait pour eux, je dirais, menaçante dans la mesure où les États-Unis n'avaient plus la première place. Ce fameux piège de Thucydide fait allusion au conflit entre Sparte et Athènes dans la Grèce antique. C'est un domaine européen, bien sûr.
Sparte était, je dirais, numéro un, pour parler simplement. Athènes montait en puissance et cela a conduit à un conflit. Lorsque l'on voit dans l'histoire, c'est un auteur anglo-saxon qui l'avait relevé, dans l'histoire, vous avez sur 16 cas ainsi de puissance montante, 12 cas se sont terminés par des guerres. 4 seulement ont été résolus pacifiquement. Ceci étant, je pense aussi que malgré tout, nous avons des dirigeants au niveau chinois, au niveau américain, au niveau européen, qui ne sont pas idiots, qui, je dirais, tiennent compte aussi de nombreuses réalités. Et ces réalités, comme je l'avais dit précédemment, sont quand même qu'au niveau des relations économiques, par exemple, entre les États-Unis et la Chine, entre la Chine et l'Europe, ces relations économiques sont très importantes. Allons-nous pousser vers une véritable guerre qui mettrait tout cela par terre et, évidemment, qui réduirait le niveau de vie des populations de manière drastique? Tout le monde aurait à y perdre. Et là, je rejoins le président chinois quand il dit, je dirais, nous avons intérêt à nous serrer les coudes. Nous avons des enjeux quand même phénoménaux, notamment l'enjeu climatique qui nous percute déjà très fort et qui nous pousse à prendre des mesures. Et si on le fait chacun dans notre coin, nous ne réussirons pas. C'est ce que j'ai compris un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le contexte a changé, donc c'est plus le temps ancien, donc aujourd'hui on a des défis nouveaux, donc il faut faire une réévaluation de la situation. Et M. Ding, quel est votre avis là-dessus? Oui, je suis d'accord tout à fait avec M. Demi. En fait, nous sommes en face d'un nombre croissant de défis globaux. Des défis globaux, des défis planétaires, qu'on peut seulement relever ce genre de défis qu'en unissant nos forces, non pas en renforçant nos concurrences dites géopolitiques. En fait, quand on prend en considération les problèmes auxquels sont confrontés les pays individuellement, aux États-Unis, c'est la stagflation. En Europe, c'est un peu ça, c'est un peu la stagflation. En Chine, c'est le manque de dynamisme dans l'économie, c'est les séquelles de la pandémie. Il faut redémarrer la machine économique, il faut redynamiser les économies régionales, etc. On a des problèmes nombreux, en plus sans parler du changement climatique qui a frappé tous les pays en 2022. Donc l'année dernière, pratiquement tous les pays ont été frappés par le changement climatique sérieusement. Et à part cela, si on ne prend pas de mesures urgentes pour stopper le progrès de l'émission carbonique dans l'atmosphère, le changement climatique va être poussé dans une direction dangereuse. Donc tout cela, il faut un peu plus d'efforts pour éviter une catastrophe de l'humanité. Mais je pense qu'une espèce de concurrence géopolitique ne servirait pas à résoudre tous les problèmes, à relever tous ces défis. Et pour cela, je pense que le président chinois avait raison de dire que finalement, il y a suffisamment d'espace sur notre planète pour qu'on trouve un compromis, pour qu'on trouve des ententes, pour qu'on trouve des intérêts communs, en fait. En fait, si on regarde un peu les défis en face, on peut facilement trouver des intérêts communs. Alors, je vous remercie, M. Douit et M. Ding Fan, pour vos analyses. Merci. Merci, madame. Merci. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.